Bonjour, professeur Henri Joyeux. Bonjour. Merci beaucoup de nous donner de votre temps d'un lieu qui est extraordinaire puisque vous êtes dans les Pyrénées. Exactement. Vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, cancérologue et chirurgien, et vous avez écrit un livre qui est intéressant surtout en ce moment, qui s'appelle donc Face au virus, booster votre système immunitaire. Peut-être que vous pourriez commencer par nous expliquer qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre. Eh bien, écoutez, pendant tout ce temps de pandémie, depuis pratiquement une année, j'ai passé 4 à 5 heures par jour à veiller, c'est-à-dire à essayer de comprendre ce qui se passait. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'on arrivait vers des vaccins qui nous étaient promis le plus vite, le plus vite, le plus vite, sans que l'on traite, sans que l'on donne le moindre conseil de soins. Ça m'a choqué. Bon. Et donc, à partir du travail que je fais sur le problème de la cancérologie et en particulier de l'immunologie, car vous avez aujourd'hui les nouveaux traitements du cancer sont des traitements qui sont issus de l'immunologie. Bon, donc, ce n'est pas parce que je suis simplement un chirurgien manuel, j'ai toujours été passionné aussi par la chimie, par l'immunité, etc. Bon, donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, aucun vaccin ne pouvait fonctionner si la personne qui reçoit ce vaccin n'est pas dans un état immunitaire correct. Bon, alors ça, on peut en parler de manière précise. Donc, j'ai voulu expliquer ce que c'est que notre système immunitaire. C'est une armada absolument extraordinaire que nous avons dans le corps, que nous ne connaissons que très mal, sauf nos collègues, évidemment, qui sont dans l'immunologie. Mais je dirais nos collègues, le gros problème, c'est que ce sont des biologistes de type géniaux, mais qui ne sont pas au contact des malades. Et la différence entre le prof d'immunologie et le prof de cancérologie qui est sur le terrain, c'est qu'il y en a un qui est auprès des malades et l'autre qui est, je dirais, dans l'expectative scientifique. Vous voyez, bon. Et donc là, il y a une différence importante, ce qui fait que vous voyez aujourd'hui des profs d'immunologie qui vous disent que stimuler votre système immunitaire, mieux le connaître, ne sert à rien. Ça, c'est vraiment une aberration extrêmement grave qui peut être dite par des collègues qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment au contact des patients. Voilà. Et quand vous parlez du système de maintenir son système, on va dire, immunitaire, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc. Oui. C'est donc mieux s'entretenir et mieux se suivre. Ce sont des éléments pour stimuler le système immunitaire, mais la synthèse de tout ça, ça signifie que notre système immunitaire, c'est notre premier vaccin, puisque c'est lui qui nous permettra d'accepter le vaccin ou tel vaccin qui nous est promis contre le coronavirus et contre cette pandémie épouvantable qui a touché la planète entière. Et pour revenir un petit peu, tiens, justement à ce virus, quand vous avez vu cette pandémie arriver, vous vous êtes dit quoi en tant que médecin? J'ai été évidemment inquiet comme tout le monde, mais je me suis dit, attention, coronavirus, j'ai regardé un petit peu l'histoire des coronavirus. Nous avons tous reçu déjà des coronavirus qui nous ont donné un syndrome grippal sans le savoir. Et puis surtout, j'ai vu qu'en 2003, il y avait eu un premier coronavirus qu'on appelait le COV1, qui a touché une partie de la Chine, qui a fait 10% de morts. Et à ce moment-là, l'Institut Pasteur a travaillé avec la Chine pour préparer un vaccin. Et lorsque ce vaccin a été prêt, disons fin 2003, début 2004, eh bien, l'épidémie était passée. Moyennant quoi, que s'est-il passé entre 2003 et 2019-2020, pendant 17 années? Pourquoi n'avons-nous pas eu un vaccin contre le COV2, qui est en réalité un troisième coronavirus? Car le deuxième était celui qu'on a appelé le MERS-CoV, qui a tué jusqu'à 37% des personnes en Arabie Saoudite, donc en Extrême-Orient, qui a été très vite contrôlé. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que s'il y a eu un CoV-20, s'il y a eu un CoV-2 qui ont tué entre 10, l'un 10%, l'autre 37%, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un autre CoV qui nous arrive et qui crée une pathologie, si vous voulez, grave. C'est ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'on l'a appelé le SRAS, c'est-à-dire qui touche le système respiratoire CoV-2. Maintenant, ce qui est important à bien comprendre, c'est que face à cette crise sanitaire qui a bloqué la planète entière, s'est ajoutée une crise économique qui, je pense, à l'heure actuelle, avec le recul que nous avons d'une année, est peut-être plus grave encore que la crise sanitaire parce qu'elle l'a aggravée.
voyez-vous, et que en réalité, le nombre de personnes décédées, malheureusement, n'est pas du tout négligeable, il faut le reconnaître, mais les statistiques aujourd'hui nous disent qu'on a, si vous voulez, réduit, pour ceux qui ont perdu la vie, on leur a réduit la vie soit de 3 ans au maximum, soit de 2 à 5 mois, ce qui n'est pas quand même une quantité de mois importante, surtout quand on arrive à 82, 83, 85 ans. Bon, donc il ne s'agit pas de dire ce n'est pas grave, il s'agit de dire simplement ce que nous n'avons pas pris conscience que cela touchait des personnes qui étaient soit en comorbidité, c'est-à-dire hypertension, obésité, diabète et d'autres maladies auto-immunes ou même le cancer, par rapport à, si vous voulez, des gens qui étaient en bonne santé. Nous avons eu quand même 3 millions de personnes en France qui sont guéries. Je pense que nous aurons tous le coronavirus. Bon, bien entendu que le vaccin, j'espère qu'il va être efficace, mais aujourd'hui, nous en avons 3 qui sont en train d'arriver, un autre qui arrive peut-être de Moscou, un autre qui arrive de Chine, donc disons 5, nous ne savons pas trop, nous sommes dans le brouillard. En plus, nous ne connaissons pas véritablement, je veux dire, la composition précise de ces vaccins, leur mode de fonctionnement. Donc moi, je me ferai vacciner, mais pour l'instant, je n'ai pas encore choisi celui que je vous conseillerais, sauf que je vous conseillerais un vaccin en fonction d'un certain interrogatoire que je ferai de manière consultation médicale dans le secret du médecin, bien sûr, pour vous poser des questions sur votre état immunitaire. Parce que si j'apprends que votre état immunitaire est faible, je vous donnerai le vaccin le plus faible possible qui vous abîmera le moins possible, voyez. Par contre, il peut y avoir un vaccin qui demande un système immunitaire plus robuste. Ça, ce sont des notions très importantes. C'est pour ça que le point important du livre, c'est que le premier vaccin pour tout le monde, c'est votre état immunitaire. Et c'est ça que je cherche à faire passer à mes collègues médecins et au grand public, parce que c'est absolument essentiel. Pour revenir un petit peu, donc si jamais c'est le premier traitement, c'est d'avoir un système immunitaire en bonne santé. On a entendu beaucoup de médecins, notamment récemment, il y a les médecins de ville qui ont proposé un protocole de traitement en phase précoce. Oui. Votre point de vue sur le traitement en phase précoce, tout à fait d'accord. Il rentre dans la panoplie du médecin? Ah, écoutez, ce matin même, on m'a appelé pour une de mes nièces qui est assez loin de moi et qui m'a demandé, voilà, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas de fièvre, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai appris que c'était son mari qui le lui avait passé. Bon, très bien. Je lui ai dit, de zinc, il faut mettre 15 mg de zinc tous les jours au petit déjeuner. Deuxièmement, il faut prendre de la vitamine D, au moins 1000 unités internationales par jour, ceci pendant au minimum une bonne semaine. Et puis, si jamais il y a la moindre température, et je lui ai dit de le prendre quand même, je lui ai prescrit de l'azithromycine. Alors, j'aurais pu lui prescrire de l'hydroxychloroquine, il n'y a pas de problème. Bon, mais je ne connais pas son véritable état cardiaque, je n'ai aucune crainte avec l'hydroxychloroquine, surtout pour des personnes aussi jeunes parce qu'elle est dans la quarantaine. Par contre, des personnes qui sont au-delà de 65 ans, qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, je ferai attention avec l'hydroxychloroquine. Et quand on nous dit que ça ne marche pas, je suis désolé. Quand je vois le nombre de patients qui sont morts parce qu'on les a traités trop tard par rapport à ceux qui ont été traités très correctement, moi je vous le dis très simplement, j'ai une confiance totale dans Xavier Raoult, qui, à mon avis, si tout se passe d'une manière, je dirais, honnête au niveau de la science mondiale, c'est le prix Nobel qui devrait lui être attribué. Voilà, je le dis. C'est Didier Raoult. C'est Didier Raoult, je pense. Didier Raoult, oui, c'est ça. Et j'aurais peut-être ce plaisir de partager le même prénom, mais en tout cas pas la même connaissance. Donc, intéressant que votre expérience personnelle. Donc, c'est le tableau clinique du patient qui prévaut et l'expérience du médecin. Alors, comment expliquez-vous, on va dire qu'aujourd'hui, les régulateurs, certains médecins sur les plateaux de télévision qui sont très compétents et sûrement compétents, disent qu'il n'y a pas de traitement qui fonctionne? Non, là, quand vous dites très compétent, vous êtes gentil. Non, moi je ne dirais pas très compétents. Ce sont des gens qui sont compétents pour les plateaux de télévision, mais qui ne sont pas au niveau du lit des malades. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez le docteur Louis Fouché qui est attaqué, alors que lui, quand vous l'écoutez, que vous connaissez un petit peu la réanimation, j'en ai fait beaucoup, vous pouvez vous dire que ce gars-là, il est au contact du réel.
Voyez. Par contre, vous en avez d'autres, nœuds papillons ou pas nœuds papillons, qui, eux, sont sur les plateaux de télévision parce qu'il suffit de prendre une petite chaîne de métro à Paris, un petit ticket de métro, et vous êtes à Paris pour passer à la télé. Et les télés, eh ben, ils cherchent évidemment à monter donc les uns contre les autres parce que ça fait monter l'audimat, c'est tout. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est pourquoi l'État, pourquoi le président de la République lui-même, quand j'ai vu qu'il est allé voir le professeur Raoult, j'ai dit c'est gagné. Franchement, je me suis dit c'est gagné. Et puis j'ai attendu. Et quand j'ai vu que, il virait la ministre Buzyn, j'ai dit tiens là, il a vraiment compris ce qui se passe. Vous avez vu qu'elle est recassée à l'OMS, c'est quand même pas mal. Et puis vous avez eu également l'arrivée du nouveau ministre. Bon, ce nouveau ministre, j'ai du respect pour toute personne qui est ministre, bien évidemment, mais je dirais c'est un homme plutôt des syndicats médicaux, des syndicats d'internes, de chefs de clinique, d'un neurologue, parfait, c'est très bien, mais c'est pas un infectiologue. Donc, il a pris des conseillers autour de lui qui sont des profs d'immunologie, des profs de biologie, des gens qui ont plus ou moins des liens d'intérêt qui ne sont pas très clairs. Et donc, je pense que le sommet de l'État a été mal informé. Et à partir de là, il est rentré dans un espèce de cercle vicieux dont on a l'impression qu'il ne peut pas se sortir. Fort heureusement, récemment, le président de la République a compris que la révolte grondait, que ça allait se préparer s'il mettait un troisième confinement. Nous avons des publications scientifiques aujourd'hui qui démontrent que ce confinement ne sert à rien. Qu'il faille isoler les gens qui sont atteints, bien entendu, mais on s'est rendu compte que par rapport, par exemple, à la Suède, par rapport à la Corée du Sud, eh bien, nous avons, qui n'ont pas tellement confiné, sauf qu'ils ont mis de côté les gens atteints, nous avons 7% de plus de malades, et tandis que par rapport à la Corée du Sud, nous en avons 13% de plus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans une véritable erreur scientifique qui fait que le monde politique est tombé dans le panneau. Et c'est ce qui se passe souvent parce que les gens qui sont au sommet de l'État, eh bien, vous avez des gens qui leur passent la brosse, qui sont des gens qui sont plus dans les cabinets ministériels qu'auprès des malades. Et voilà ce qui se passe. Nous sommes dans une véritable crise sanitaire aggravée par une crise économique qui fait des dégâts sanitaires. Voyez. Et je pense qu'il y a une véritable urgence. Alors, est-ce qu'il faut faire désobéissance civile? Non. Par contre, il faut faire ce que j'appellerais une obéissance citoyenne. Si je vais prendre l'exemple, puisque je suis dans les Pyrénées, vous voyez la neige derrière moi, bien, je dirais que sur les pistes de ski, je ne comprends pas comment on peut attraper le coronavirus quand on est sur un tire-fesse ou sur une piste de ski. Je dirais que tous ceux qui ont des éléments comme cela pour pouvoir donner du bonheur aux gens qui ont été confinés, il faut qu'ils disent, écoutez, moi je ne suis pas en désobéissance civile, je suis en obéissance citoyenne. Voilà. Donc il faut que toutes les stations de ski rouvrent, je dirais, la semaine prochaine. Aussi simple que ça. Et juste, mais alors, donc vous avez parlé un peu des actions du gouvernement. Comment expliquez-vous que dans les autres pays, ils aient fait la même chose? Alors, ils n'ont pas fait tous la même chose, puisque la Suède n'a pas fait cela, et que vous avez en particulier la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. Quand vous regardez précisément le nombre de morts, et j'en parle dans le livre, bien, ils ont contrôlé tout cela. Pourquoi? Parce que ce sont des pays, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, qui connaissent les Chinois. Donc, ils s'en méfient. Alors, d'où vient le coronavirus? Ça, c'est une question importante. Comment voulez-vous que nous le sachions quand vous voyez que l'OMS est dirigée par un médecin qui est complètement lié à la Chine et qui envoie une équipe qui sont de ses collaborateurs à Wuhan pour dire « Ah ben oui, le laboratoire, il est propre, il est nickel, il est impeccable. » Comment voulez-vous que nous puissions trouver tout cela? Je pense que là, on est en train de nous raconter beaucoup de salades. Je ne sais pas d'où vient ce virus. Qui vienne de l'animal à l'homme, ce n'est pas le sujet. L'important, c'est que ce virus, ça fait quand même beaucoup de mal et que sur le plan, je reviens, sur le plan de l'économie, c'est pire encore que la crise sanitaire. On a vu donc que ce virus touchait, on va dire, plus les personnes avec une comorbidité et les personnes plus âgées. Moi, je l'ai eu. Hein. Vous voyez, moi, je n'ai pas de comorbidité que je sache. Bon, j'ai 75 ans et demi. J'ai eu le virus avec mal à la tête, avec des troubles musculaires, avec plutôt une hypothermie qu'une hyperthermie. Je me suis méfié, j'ai fait un dosage d'une molécule spéciale pour voir si je ne préparais pas une embolie. Ma femme, elle, a fait plutôt une forme digestive avec des problèmes justement de fabrication de cette molécule. J'ai dû la mettre sous anticoagulant et nous en sommes très bien sortis. Mais pourquoi? Parce que notre corps, je dirais, voyez-vous, a su accueillir. J'aime assez ce mot, accueillir. Nous avons accueilli le virus en ayant
un premier vaccin qui est notre système immunitaire qui est en bonne forme. Et donc, pour venir un peu à ces personnes âgées, on a vu que certaines personnes, donc on avait donné en compassionnel du Rivotril. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi ça m'a révolté, quoi. C'est impensable. C'est impensable parce que quand on a interdit aux familles d'aller voir les gens qui étaient dans les EHPAD sous prétexte qu'on allait leur donner le coronavirus, moi j'ai une de mes tantes qui a 92 ans qui a eu le coronavirus. Je suis allé la voir. Évidemment, quand c'était à un moment où c'était permis, mais elle s'en est sortie. Et maintenant, la question est la suivante, est-ce qu'elle doit être vaccinée? Je réponds non. Non, pourquoi? Parce qu'elle est immunisée par la maladie qu'elle a elle-même développée, vous voyez. Mais on lui a proposé le vaccin, bien entendu. Et maintenant, tous ceux qui ont mon âge reçoivent un papier du ministère ou de je ne sais qui, de l'ARS, qui nous dit faites-vous vacciner, tout ça pour augmenter les statistiques. Non, mais si la santé, c'est d'augmenter les statistiques, ça n'a aucun sens. Il faut bien différencier l'État qui s'intéresse à la masse du médecin généraliste qui, lui, ou du médecin tout court que je suis, qui s'intéresse à son patient. Moi, je ne vais pas m'intéresser à la masse. Les épidémiologistes, les profs de santé publique que nous avons vus passer à la télé, est-ce qu'ils voient des patients? Jamais. Ils sont essentiellement sur des ordinateurs à recevoir des informations des agences régionales de santé qu'ils cumulent, qui passent dans les machines statistiques et à partir de là, ils nous donnent des consignes, vous voyez, des consignes. Non, moi j'attends la consigne des médecins généralistes ou de ceux qui sont sur le terrain. Donc, quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'analyse bénéfice-risque que vous faites, vous, en tant que médecin qui voit un patient, est différente de l'analyse bénéfice-risque que va faire l'État ou les régulateurs. On n'utilise pas la même métrique. Le serment d'Hippocrate ne me donne pas de faire une analyse bénéfice-risque en fonction d'une masse de population. Le serment d'Hippocrate, il me donne le bénéfice-risque d'un patient, de celui qui est en face de moi. C'est évident. Mais ça, évidemment, on l'oublie. Quand vous pensez que l'État vous dit il faut tester, il faut suivre ceci, cela, jamais il utilise le mot soigner. Mais je dirais, vous me direz, je répète ce que dit mon collègue Raoult, mais c'est une évidence. Nous sommes des médecins et nous répondons à un face-à-face avec un patient. Mais alors, quand même, bon, ces médecins épidémiologistes et infectiologues qui ont défini que ces molécules et ces traitements précoces ne marchaient pas, ils sont même allés jusqu'à dire qu'il n'y avait aucun traitement qui fonctionne. Est-ce que vous comprenez de quel point de vue ils arrivent pour expliquer cela? Parce que les Français, quand ils entendent cela à la télévision, ils l'entendent, ils l'écoutent, après certains l'assimilent, mais ça peut faire peur. D'abord, savez-vous que les Français sont passés de 4h18 de télé par jour à 1 heure de plus, 5h18. Donc, vous voyez le bourrage de crâne qu'ils prennent de toutes les chaînes de télévision qui, eux, n'ont que ça sous la langue, si vous voulez. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est comment se fait-il effectivement que ces profs d'infection, etc., ils vous disent il n'y a aucun traitement. Moi, je les ai compris quand j'ai vu le remdesivir. Parce que j'ai regardé de près qu'est-ce que c'était. Et quand on nous a dit le remdesivir, ça va marcher, ça va éviter la véritable tempête cytokinique, la cytokinique storm, comme l'on dit, ça va éviter tout ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est comme avec le vaccin AstraZeneca où il y a une forte suspicion, on a créé du variant. On a créé du variant. Le variant d'Afrique du Sud, le variant de l'Angleterre, le variant peut-être du Brésil. Alors, donc, moi, j'ai eu le coronavirus, comme je vous ai dit, mais je m'attends à attraper le variant. Donc, je m'apprends à l'accueillir parce que nous pouvons faire la maladie une fois, 2 fois, 3 fois, de la même façon que nous faisons une grippe peut-être chaque année. Et donc, pour revenir un petit peu à votre livre, quand on parle de vous, vous êtes très souvent perçu comme étant la bête noire des gens qui sont pro-vaccin. Alors non, là, je vais vous expliquer. J'ai écrit un livre, il faut de la cohérence dans la vie. En 2015, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaccin », au pluriel, comment s'y retrouver. Pourquoi? Parce que préalablement, on s'était rendu compte, d'une manière très claire, que les laboratoires étaient en train de faire disparaître le DTP qui avait fait ses preuves et qui était obligatoire, diphtérie, tétanos, polio, pour le mélanger à d'autres vaccins. C'est exactement comme si vous allez acheter des lunettes et qu'on vous dit, monsieur, je ne peux pas vous vendre les lunettes sans un chapeau en même temps. Ça s'appelle de la vente forcée, n'est-ce pas? Bon, donc l'État a fait, il y a eu un conseil d'État qui a demandé aux laboratoires pharmaceutiques sous le règne de Marisol Touraine de remettre en place le DTP. Bon, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il était parfaitement informé que les laboratoires Sanofi Pasteur, GSK et autres préparaient les 11 vaccins.
Vous comprenez? Et dans les 11 vaccins, et là, je n'ai pas fini de me battre sur ce sujet, 8 sur 11 contiennent de l'aluminium. Or, l'aluminium, il est bio, pas compatible avec notre corps, mais il est biopersistant dans notre corps. C'est-à-dire que quand nous nous prenons par un vaccin ou même par voie digestive, le danger, c'est qu'il a se mettre qui dans mes os, qui dans mes reins, qui dans mon foie, qui dans mon cerveau, et qu'il s'accumule. Donc ça, vous le verrez d'ailleurs, je pense que d'ici peu de temps, l'aluminium sera, je le dis clairement sur votre radio et télé, il sera interdit dans les produits de santé. C'est un sujet essentiel, je prépare un gros texte très scientifique et très sourcé sur le sujet. Donc quand on m'a fait passer pour un anti-vaccin, c'est certains journalistes que je ne nommerai pas, qui sont sur certaines radios et c'est pas, ou certains journaux, c'est pas le vôtre, parce qu'ils ne savent pas lire, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas lu le bouquin. Et quand le Conseil de l'Ordre m'a convoqué pour dire, voilà, Joyeux, il est anti-vaccin, ben, j'ai été d'abord parfaitement défendu, j'ai beaucoup travaillé le sujet, il m'a blanchi. Bon, ensuite, j'ai été convoqué, enfin, disons, interviewé par l'agence France Presse pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, ils ont conclu, Joyeux a dit, j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je dis simplement que si le Conseil national de l'ordre eh bien, m'a blanchi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le président est de Furax, il a mis ça au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, vous avez un certain nombre de personnes qui sont là pour conseiller l'État, mais pas tellement pour protéger les citoyens, et donc il a cassé le jugement. Moyennant quoi, je devrais repasser devant le Conseil national de l'ordre, et je n'ai aucune crainte, je leur expliquerai exactement ce qu'il en est concernant justement diphtérie, tétanos, polio, les 11 vaccins. Je ne suis pas contre les 11 vaccins, je suis contre la présence de l'aluminium. Le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, ben vous n'avez pas d'aluminium, il n'y a aucun problème, on peut vacciner les enfants. Avant, il fallait les vacciner à 6 mois, maintenant à 1 an. Pourquoi? Pourquoi de 6 mois à 1 an? Tout simplement parce qu'à 6 mois, vous aviez un seul virus inactivé, celui de la rougeole, et que maintenant, avec le ROR, vous avez 3 virus inactivés, rougeole, oreillon, rubéole. C'est plus lourd pour un système immunitaire d'enfant. D'autre part, ce que les pédiatres ont oublié ou ne veulent pas dire, parce qu'ils ont peur, c'est que tout simplement, le système immunitaire d'un enfant, il faut, pour qu'il soit mature, 1000 jours après sa conception. Calculez 270 jours de grossesse, plus 2 années de 365, ça fait 1000 jours. Alors, on n'est pas à 1 mois près, bien entendu. Et l'État, avant la loi de Mme Buzyn en 2017, en décembre 2017, imposait la vaccination vers 18-24 mois. Vous voyez? Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 18-24 à 16, 14, 12, 2 mois. Et maintenant, on commence à proposer des vaccinations pendant la grossesse. Non, c'est grossier. Vous voyez, c'est grossier tout cela. Et je pense qu'il est important qu'il y ait ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et je suis un universitaire, j'ai droit à la parole. Je sais bien qu'on veut me faire taire, mais je ne pense pas qu'ils y arriveront facilement parce que je dis des choses qui sont sourcées, qui sont scientifiques. Alors, je sais bien qu'il y a des décodeurs, il y a des journalistes qui sont là pour décoder et pour vous faire passer pour complotiste. Donc, le professeur Perron est complotiste, je suis complotiste, le professeur Raoult est complotiste, etc. Tout ça, je pense que le grand public est beaucoup plus intelligent que ne le pensent ceux qui sont au sommet de l'État. En parlant de ce groupe de médecins, on vous a vu assez vocal lors de l'affaire Fourtillan. Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? C'est une triste affaire. C'est une triste affaire, je vais vous dire pourquoi, ce qui est lié beaucoup au caractère de mon collègue qui s'est malheureusement beaucoup détérioré depuis que je l'ai connu, ça fait plus d'1 an que je n'ai aucun contact avec lui. Il a fait une très belle découverte, très très belle découverte à laquelle je crois depuis le début. Et ce que j'ai fait dans cette affaire, c'est de faire connaître cette découverte. Mais il a dérivé en ce sens qu'il a réalisé des choses qui étaient illégales sans que nous le sachions. Moi comme mes collègues. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir, si vous voulez, de conviction qui est extrêmement fort, avec en même temps une qualité scientifique qui est importante. Mais ce que j'observe, et là je suis très triste, pourquoi? Parce que cette découverte était vraiment et sera utile, j'en suis convaincu, pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Là-dessus, je suis absolument clair. C'est-à-dire, problème de sommeil, la régulation se fera
grâce à sa découverte. Maintenant, il a promis beaucoup trop de choses et il est rentré dans l'illégalité, ce qui fait qu'il est normal que la justice s'en occupe. D'accord. Merci beaucoup pour cette analyse. Dans votre livre, donc, on a beaucoup parlé du système immunitaire, des traitements. Juste un point pour les patients. Qu'est-ce que vous diriez de manière générale aux patients? Je dirais aux patients, essaye de comprendre l'armada de ton système immunitaire. Et cette armada, elle est constituée par, comme une armée, un service d'intendance, des bataillons, des corps d'armée, etc. Donc tout ça, je l'explique avec des dessins qui sont assez originaux dans le livre pour expliquer qu'il faut avoir une bonne oxygénation, il faut avoir un cœur qui fonctionne bien, il faut avoir des reins qui fonctionnent correctement. Vous voyez, donc il y a incontestablement cette armada qu'il faut arriver à comprendre. Et ce qui est très important, c'est que notre système immunitaire, sa base, 80% du système immunitaire est dans notre tube digestif. Et notre tube digestif, il dépend de quoi? De notre alimentation. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous voyons une population française, européenne de manière générale, qui n'est pas en bonne santé alimentaire. Et donc, si vous avez une mauvaise santé alimentaire, eh bien, vous aurez obligatoirement une réduction de vos défenses immunitaires. Et la soldatesque qui est constituée par toutes les bactéries que nous avons dans le tube digestif, eh bien, vous allez la stimuler dans le mauvais sens. Donc, vous aurez un microbiote digestif qui est déséquilibré. Donc, c'est un dysmicrobiome, si vous voulez, donc une pathologie microbiotique qui va retentir sur votre foie, sur votre rein, sur votre système nerveux central, état dépressif, sur votre os, sur votre système musculaire. Voyez? Donc, je pense que ce livre peut être véritablement utile à n'importe quelle personne qui est intéressée par son premier vaccin, c'est-à-dire par ses défenses immunitaires. Et juste pour finir, une dernière question. Donc, on a vu quand même la science et la médecine assez divisées dans ces 12 derniers mois. Allez, c'est quoi votre mot de la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier un peu tout ce monde et se retrouver dans le bon sens? La réconciliation sera difficile. Je pense que si le sommet de l'État écoute, je dirais, des personnes comme mon collègue, le professeur Raoult, comme Perron, comme moi-même et comme beaucoup de médecins généralistes, je pense qu'ils feront faire beaucoup de progrès et qu'il y a des institutions aujourd'hui dans notre pays qui doivent purement et simplement disparaître parce qu'elles ne servent à rien ou alors avec des personnes dont on est absolument certain qu'il n'y a jamais de lien d'intérêt. Écoutez, professeur Joyeux, merci beaucoup de votre intervention, on va dire musclée, engagée. On vous rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Face au virus, qui essaye d'expliquer à tout le monde comment bien booster ses défenses immunitaires et en prendre soin, que c'est le premier vaccin. Tout à fait. En tout cas, on vous a trouvé en pleine forme. Tout à fait. Et on espère que vous reviendrez sur notre chaîne si jamais il y a d'autres informations à commenter. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci pour tous les messages. Merci pour tous les messages que vous nous permettez de faire passer. À très bientôt. À très bientôt, professeur. Au revoir.